L'occasion, chers téléspectateurs, du 500e anniversaire de l'élection impériale de Charles Quint me fournit l'opportunité de vous parler de ce souverain, maître d'un empire, selon l'expression consacrée sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Un souverain qui a été considéré par les historiens comme le plus nomade du monde, puisqu'il n'a cessé de se déplacer à travers ses États, d'Espagne, d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Italie. Il n'a cessé de s'engager dans des luttes interminables contre l'islam en Méditerranée, contre la monarchie française des Valois pour l'hégémonie sur la chrétienté latine, s'engager également contre les protestants allemands, sans oublier la répression de la révolte des Comuneros de Castille. Alors ce personnage, Charles, il naît le 14 février 1500 au Prinsenhof de Gand. Il est baptisé Charles en souvenir de son grand-père, que nous connaissons bien, Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne. Il est le fils de Philippe le Beau et de Jeanne de Castille. Pour ce qui concerne ses grands-parents paternels, eh bien, ce sont Marie de Bourgogne, fille du Téméraire, et puis l'empereur Maximilien de Habsbourg. Et pour ce qui concerne ses grands-parents maternels, il s'agit rien moins que des rois catholiques Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille. Voilà donc un jeune prince qui a comme perspective peut-être de réunir sur sa tête l'héritage des Habsbourg, l'héritage bourguignon, et puis aussi peut-être l'héritage espagnol. Les choses ne sont pas acquises à l'époque. Il faudra la mort de Don Juan, le fils des rois catholiques, puis ensuite la mort de Don Miguel, leur petit-fils, pour que le jeune Charles ait la perspective d'accéder un jour au trône d'Espagne, au trône de Castille et d'Aragon. Très vite, les choses vont se précipiter, puisque dès 1504, Isabelle la catholique va disparaître. Ferdinand va céder alors la couronne de Castille à Jeanne, sa fille, et à Philippe le Beau. Mais Philippe le Beau disparaît en 1506 lui-même, et Jeanne devient folle et ne peut plus espérer monter sur le trône de Castille. C'est Ferdinand qui devient à ce moment-là le régent de ce royaume. En tout cas, dès 1515, Charles va récupérer l'héritage des Pays-Bas. Sa tante Marguerite d'Autriche a décidé en effet de l'émanciper. Et puis l'année suivante, en 1516, c'est la mort de Ferdinand le catholique, et Charles va être proclamé roi de Castille à Sainte-Gudule de Bruxelles, roi de Castille et d'Aragon, en même temps d'ailleurs que sa mère Jeanne la Folle, qui est toujours vivante. Il faut dire que le roi de Castille et d'Aragon hérite également, à travers l'héritage aragonais, de la Sicile, et de la Sardaigne et du royaume de Naples. En janvier 1519, c'est la mort de Maximilien de Habsbourg. Alors Charles est héritier des États héréditaires des Habsbourg, mais il n'a pas encore été désigné comme roi des Romains, mais il sera en juin 1519, le 28 juin 1519, élu empereur. Ce qui l'amènera en octobre 1520 à être couronné à Aix-la-Chapelle, mais c'est seulement en 1529 à Bologne qu'il sera couronné par le pape. Voilà le parcours tout à fait étonnant de ce jeune prince, donc né à Gand, de ce jeune prince flamand, qui d'abord, au départ, va être avant tout un prince qui grandit dans cet espace bien particulier des Pays-Bas, qu'il ne quittera pas d'ailleurs avant 1517. Ce qui fait qu'il va être
dans un premier temps, surtout un prince que l'on pourrait qualifier de bourguignon, qui s'inscrit tout à fait dans l'héritage des grands ducs d'Occident qui avaient bâti le vaste État que l'on sait au cours du XVe siècle. Il est éloigné de ses parents qui ne séjournent aux Pays-Bas que par intermittence, et après la mort de Philippe le Beau et la folie de Jeanne, eh bien Maximilien, son grand-père, va confier Charles à sa tante Marguerite d'Autriche, qui va se charger de son éducation. Marguerite d'Autriche, 2 fois veuve, elle avait été mariée à Don Juan, l'héritier du trône d'Espagne. Elle avait été mariée également à Philibert de Savoie, décédé lui aussi, ce qui nous a valu le magnifique mausolée de l'église de Brou. Alors, Marguerite est installée à Malines, et donc son neveu également. Elle a comme conseiller Mercurino Gattinara, un Piémontais, et Laurent de Corveau, un Bressan, qui vont entourer dans un premier temps le jeune prince. Un jeune prince qui vit dans son enfance dans l'environnement, dans l'imaginaire des romans de chevalerie, qui a pour précepteur principal Adrien d'Utrecht, qui sera pape quelque temps plus tard, qui est un adepte de la dévotion moderna qui a fleuri en Flandre à l'époque, et dont l'influence explique peut-être la piété profonde du prince qui l'accompagnera tout au long de son existence. Une piété qui fera dire à Henri Lapeyre, l'un de ses biographes, qu'à beaucoup d'égards, Charles Quint est plus proche de Saint-Louis que de ses contemporains François Ier ou Henri VIII d'Angleterre. Le prince n'est pas un humaniste, bien que nous soyons à l'époque justement de la redécouverte du passé antique. Il ne connaît que quelques bribes de latin, et les langues qu'il pratique couramment sont le français et le flamand. Il va ensuite, après Adrien d'Utrecht, avoir comme gouverneur Guillaume de Croix, et puis à partir de 1515, eh bien, survient son émancipation. Marguerite d'Autriche va rester à Malines, lui-même va s'installer à Bruxelles, et dans ces territoires, dans ces États, aux Pays-Bas, les joyeuses entrées se multiplient, ce sont des manifestations triomphales pour fêter le souverain. Mais cet adolescent a un physique plutôt ingrat, on le voit à travers le buste en bois qui est conservé au musée Grothuis de Bruges, un visage allongé, le prognatisme traditionnel des Habsbourg. Ce jeune prince va quitter les Pays-Bas en 1517 pour rejoindre l'Espagne. Et à partir de ce moment, eh bien, son existence va être une existence nomade, selon l'expression souvent retenue à son propos. Jusqu'à l'abdication qui surviendra en 1555 à Bruxelles, il va séjourner 9 fois en Allemagne, 6 fois en Espagne, 5 fois en Italie, 4 fois en France, et même 2 fois en Angleterre et 2 fois en Afrique lors des expéditions conduites contre Tunis et contre Alger. Donc un personnage effectivement dont on pourrait dire qu'il a un petit peu la bougeotte, mais ce sont les conditions du temps en fait qui l'imposent. On a calculé qu'il avait été en voyage 1 jour sur 4 à partir de 1517. Il a passé 500 jours dans le cadre de campagnes militaires, 200 jours en mer, et donc des années de pérégrination pratiquement perpétuelle. Il a passé 17 ans en Espagne, dont 7 de manière continue entre 1522 et 1529. Il sera absent en revanche d'Espagne de 1543 à 1556. Il a passé 10 ans aux Pays-Bas, un peu moins de 9 ans dans l'Empire, 2 ans et demi en Italie. Il est venu 2 fois pacifiquement en France pour l'entrevue d'Aigues-Mortes en 1538 avec François Ier, puis ensuite de novembre 1539 à janvier 1540 pour faire le trajet depuis Bayonne jusqu'à Cambrai pour aller mater la révolte de Gand. Et puis on le verra
ira s'introduire 2 fois en France de manière agressive lors de la campagne de Provence de l'été 1536. Et en 1544, quand venant des Pays-Bas, il s'avancera jusqu'à Château-Thierry dans le cadre des conflits récurrents entre les Habsbourg et les Valois. Il va, Charles Quint, représenter à l'époque une certaine image de l'Empire, un empire qui s'est considérablement étendu à travers les circonstances que nous avons évoquées, mais on a beaucoup discuté à propos de la conception qu'il se faisait de cet empire. Hein. Le personnage, d'abord, c'est perçu comme à la tête d'un État ou d'un ensemble d'États dont la vocation, dont la finalité était de rassembler l'ensemble de la chrétienté latine sous son autorité, reconstituer l'unité de la chrétienté qui commençait à être fragmentée par l'apparition des grands États dynastiques qui préparaient le terrain pour l'émergence ultérieure des États nationaux. Alors, plusieurs historiens ont interprété différemment toute cette problématique. Peter Rasso dans les années 30, mais également Karl Brandy, dont la biographie a fait référence pendant très longtemps, avant qu'on intervienne celle de Pierre Chaunu et Daniel Escamilla, et puis plus récemment celle de Denis Crouzet. En fait, au départ, il est sous l'influence de Mircea Eliade Gattinara, que j'ai évoqué tout à l'heure, et là, effectivement, son idée de monarchie universelle se confond avec la chrétienté. Hein. Il y a une inspiration qui vient là du De Monarchia de Dante, il y a aussi une inspiration qui vient de tout le courant érasmiste qui se développe à l'époque. À cela, Marcel Bataillon, l'un de nos meilleurs spécialistes de l'Espagne de l'époque, a ajouté l'importance qu'il fallait attribuer à l'idée de croisade dans la pensée de Charles Quint. Idée toujours présente dans l'imaginaire bourguignon de jadis. D'autres interprètes sont inscrits un peu en faux par rapport à cette approche, notamment l'espagnol Ramón Menéndez Pidal, qui, peut comprendre un peu vu ses origines, pense que c'est l'Espagne qui a joué le rôle principal dans les préoccupations de Charles Quint. L'Espagne qui était la base la plus solide de sa puissance, surtout après la conquête du Nouveau Monde, avec ce que cette conquête avait permis de rassembler en termes de moyens, notamment du fait de l'arrivée en Europe de l'or et de l'argent d'Amérique. Également, dans cette vision de Menéndez Pidal, l'importance de la lutte contre les infidèles, et c'était l'Espagne qui était en première ligne, notamment en Méditerranée ou lors des expéditions d'Afrique du Nord. Et cet auteur espagnol s'appuie pour supporter sa thèse sur le discours qu'en 1536, Charles Quint a prononcé devant le pape Paul III. D'autres chercheurs espagnols, Ramón Carandé, Jaime Vicens Vives, José Antonio Maraval, sont venus nuancer cette vision des choses. Ils pensent qu'au fil du temps, la vision de Charles Quint a évolué. D'abord, la valeur universelle attribuée au titre impérial, puis ensuite la priorité donnée à l'espace germano-italien. Enfin, une construction qui donnait la première place à l'Espagne, aux Pays-Bas et aux Milanais. Pour Fernand Braudel, qui s'est penché aussi sur cette question, eh bien, Charles Quint a été emporté dans le tourbillon de l'histoire et de ce fait, ce sont des compromis successifs qui ont présidé à sa vision des choses en ce domaine. Il faut donc privilégier de ce point de vue la complexité, l'évolution, le changement ont plutôt prévalu dans cette vision de l'Empire tel que l'imaginait Charles Quint. Un empire d'ailleurs
il faut le préciser, où persiste la diversité, où les différents États se maintiennent, y compris dans la péninsule ibérique. La distinction entre Castille et Aragon demeure. Dans cet empire, qui comprend, je le rappelle, le Milanais, Naples, les Pays-Bas également, sans parler des terres d'outre-mer, eh bien, on a davantage affaire à des politiques de coordination des différents États, plutôt qu'à une politique qui viserait à une quelconque unification. Hein, on a un vice-roi à Naples, on a un gouverneur des Pays-Bas, et dès les années 1521 et 1522, c'est le frère de Charles Quint, Ferdinand, qui va de fait exercer l'autorité impériale sur les territoires des Habsbourg d'Autriche. On le voit aussi à travers les collaborateurs de Charles Quint. Il a auprès de lui, après la mort de Catinara, deux secrétaires importants. Vous avez Francisco de los Cobos, spécialisé sur le domaine de l'Espagne et de l'Italie, et Nicolas Pernot, puis ensuite son fils Antoine, qui eux se consacrent davantage aux questions des Pays-Bas et de l'Empire. L'administration impériale, de toute manière, est tout à fait minimale, même s'il y a une politique impériale bien réelle. Les moyens de cette politique, on sait d'où ils viennent. Les ressources, évidemment, de l'Amérique, qui commencent à arriver à grande échelle en Europe à partir des années 1540. Et puis, auparavant, c'est l'emprunt qui permet à l'empereur de financer ses entreprises. Déjà, pour se faire élire empereur, il a fallu qu'il bénéficie du soutien des banquiers d'Augsbourg, les Fugger, les Welser. Plus tard, c'est la banque génoise qui prendra le relais. Alors, cet empereur, comment le connaissons-nous? Et d'abord, quelle est son allure physique? On a évoqué tout à l'heure le buste conservé à Bruges, celui du tout jeune homme. Nous avons un portrait de Van Orley de 1521 également, avec les traits physiques que nous avons évoqués tout à l'heure. Après le couronnement impérial, il va porter la barbe. En 1533, nous avons un portrait fameux du Titien où il est debout avec un chien, un dog. En 1548, eh bien, nous avons le portrait équestre conservé au Prado qui le représente victorieux lors de la bataille de Mühlberg gagnée contre les protestants allemands. Et puis nous avons aussi le portrait de la Pinacothèque de Munich, de Titien toujours, où il est représenté assis. Donc ces traits nous sont bien connus. Que dire de son profil sur le plan psychologique ou moral? D'abord la piété, très importante, nous l'avons signalé tout à l'heure. Il est très attaché à la foi catholique, attaché à une vision providentialiste des choses, attaché aussi à tout l'héritage, je l'ai dit, de la chevalerie bourguignonne. Il restera pendant tout son règne grand maître de l'ordre de la Toison d'Or et se fera toujours représenter avec l'insigne de cet ordre sur la poitrine. En même temps, c'est un personnage qui se caractérise aussi par une certaine intempérance, des excès. Il est glouton, il boit également assez généreusement, ce qui lui vaudra de souffrir de la goutte à la fin de ses jours. On suppose qu'il était affecté aussi de diabète, ce qui expliquerait une certaine mélancolie du souverain. Sur le plan sentimental, il va épouser sa cousine Isabelle de Portugal à Séville en 1526, que nous connaissons bien par le portrait qu'en a fait Titien conservé au Prado. Il en aura plusieurs enfants, Philippe qui naît en 1527, Marie en 1528, Jeanne en 1535, mais en 1539, Isabelle va mourir, un décès qui va profondément l'affecter. Il est veuf et il le restera, s'attachera à bien préparer son fils Philippe à l'exercice du pouvoir. On le voit à travers les instructions qu'il lui donne en 1543 et 1548. Alors, en dehors de ce lien, de ce mariage avec Isabelle de Portugal, on lui connaît une liaison
en 1522 avec une jeune flamande, Jeanne van der Geest, qui donnera naissance à celle qui deviendra Marguerite de Parme. Et puis surtout, au printemps 1546, c'est une liaison avec Barbara Blomberg qui va lui donner un fils dont l'existence demeurera cachée. C'est Don Juan d'Autriche, celui qui sera en 1571 le vainqueur de Lépante et qui continuera ainsi brillamment dans l'esprit de croisade qu'avait illustré son père. Je vous ai laissé la dernière fois aux premières agitations de la fronde parlementaire. Les parlements profitent en effet de la Régence, ils pensent que c'est un pouvoir faible, enfin en tout cas affaibli, pour tenter de renforcer les pouvoirs qu'ils ont perdus, de récupérer les pouvoirs qu'ils ont perdus sous Louis XIII. Or, Mazarin et la reine pensent être habiles, eux de leur côté, profiter de la liesse générale de leur sujet après la victoire du duc d'Enghien, prince de Condé, à Lens le 20 août 1648, pendant la guerre de 30 ans, pour en fait mettre un terme à ces velléités d'indépendance des parlements. Ils font arrêter 3 parlementaires soupçonnés d'être les meneurs, et c'est l'engrenage. Paris se soulève et érige des barricades. Pendant ces événements, et pour le moment, Anne n'a aucun goût pour la révolte, elle n'est préoccupée que par la victoire de son cousin, le duc d'Enghien, car elle ne l'aime pas et il le lui rend bien. Son âme est alors tiraillée entre la jalousie qu'elle porte finalement à l'égard de la gloire des Condé et à sa fierté patriotique. En tous les cas, pendant les troubles, Anne ne craint rien et peut se promener en carrosse dans les rues. Elle goûte déjà l'atmosphère excitante des émeutes. Pendant que la cour s'en va à Rueil pour s'éloigner d'un potentiel danger, elle, comme son père, reste à Paris. Malgré la libération des parlementaires, un peu plus tard, malgré les discussions entamées qui apaisent pour un temps les tensions, l'agitation recommence. L'air de Paris est à nouveau chargé d'électricité, voire dangereuse, et toute la famille royale doit partir en pleine nuit le 6 janvier 1649, c'est un épisode connu. La famille royale s'en va vers le glacial château de Saint-Germain qui n'est pas du tout prêt à les recevoir. La grande mademoiselle est du voyage forcé et elle doit aussi se lever en pleine nuit et fuir avec le reste de la famille royale. Elle a presque 22 ans et Louis XIV, 10 et quelques mois. Pourtant, elle sait qu'elle n'avait rien à craindre du peuple de Paris. Une petite anecdote le démontre. C'est évidemment le grand Condé va encercler sur l'ordre du pouvoir royal la ville de Paris. Les chariots qui transportent les affaires de mademoiselle passent sans problème les barrages pour aller vers Saint-Germain, tandis que ceux de la reine sont retenus. Bientôt, le 1er avril 1649, on signe une paix bancale où le pouvoir royal est obligé de faire des concessions aux parlementaires, mais finalement, tout le monde rentre à Paris. Les événements s'apaisent pour un temps, mais cela ne va pas durer. En effet, le grand Condé, qui était au service du roi et de la régente pendant la fronde parlementaire, prend trop de place, devient trop puissant. Il fait partie de cette noblesse que l'affirmation d'autorité royale au détriment des grandes familles nobles associées au pouvoir contrarie. Et contre toute attente, loin de se montrer faible, encore une fois, la reine et la régente et Mazarin vont ordonner l'arrestation du grand Condé. Et également de ses proches, son frère Conti et son beau-frère Longueville. Voilà la fronde des princes qui commence. Gaston d'Orléans, comme à son habitude, cherche son camp quelque temps, s'érige en conciliateur et finit par choisir le camp de la rébellion. Il entraîne sa fille dans cette affaire, la réconcilie avec Condé qui a été libéré plusieurs mois après son emprisonnement. Et par la suite, il va même participer au rapprochement de la vieille fronde, la fronde parlementaire, et de la fronde nobiliaire, renforçant ainsi les opposants à la couronne. En juillet 1651, Condé, qui sent qu'il va être à nouveau arrêté, fuit vers l'Espagne et se retourne contre les troupes du roi de France. Là, il arrive à monter les provinces contre le pouvoir royal, la révolte est partout. Saintonge, Anjou, Charente se soulèvent. Anne d'Autriche prend la fuite et se réfugie à Poitiers, où elle est rejointe par Mazarin. Mais bientôt, les troupes royales tiennent tête à Condé et aux frondeurs et reprennent Tours, Blois et Angers.
C'est à ce moment que les partisans de la Fronde demandent à Gaston d'Orléans de se rendre dans sa bonne ville d'Orléans et de faire rallier la ville à la révolte. Mais comme à son habitude, le frère de Louis XIII hésite à agir ainsi ouvertement contre la régente. Les frondeurs se tournent alors vers sa fille Anne, qui voit bientôt l'occasion de mener enfin une action d'éclat. Son destin l'attend à Orléans. La petite fille d'Henri IV va rentrer dans l'histoire. Son père ne fait rien pour la retenir. Elle quitte Paris le 25 mars, rencontre les principaux chefs frondeurs à quelques kilomètres de la ville. Il y a Beaufort, Nemours, Rohan. On lui demande des conseils sur la stratégie à adopter devant les cartes de la région étalées sur une table de campagne. C'est une expérience extraordinaire. Quelle exaltation pour mademoiselle de Montpensier. Arrivée à Orléans, à cheval, coiffée d'un beau chapeau à plumes, suivie d'une petite escorte de dames, ses aides de camp, mesdames de Fiesque et de Frontenac, Anne de Montpensier a la surprise de trouver les portes de la ville fermées. Les bourgeois d'Orléans ne veulent pas d'ennui et ont décidé qu'ils n'ouvriraient ni aux troupes du roi, ni aux frondeurs. Voilà la grande mademoiselle qui parlemente sans succès, fait le tour de la ville. Et c'est là qu'elle avise des bateliers qui, contre monnaie sonnante et trébuchante, lui proposent de rentrer dans la ville en forçant la porte brûlée qui domine, c'est son nom, qui domine les quais. 2 barques sont amenées, la princesse s'élance à l'assaut des remparts, monte à l'échelle plus ou moins stable, qui est placée et elle monte jusqu'à la poterne et parvient à se glisser à l'intérieur de la ville. Cette fois-ci, elle est dans Orléans. L'entrée n'est pas triomphale, mais elle est acclamée par la population, un petit peu moins par les échevins, et elle finit par rallier tout le monde à sa cause et veille que ses troupes ne se livrent pas au pillage. En outre, Orléans n'ouvrira donc pas ses portes aux troupes royales. Peu après, elle reçoit une lettre de son père qui la félicite, et même une de Condé qui lui dit « C'est un coup qui n'appartient qu'à vous et qui est de la première importance. » La grande mademoiselle est aux anges. Mais Orléans l'ennuie vite, on lui rapporte que Condé a rejoint Paris. Il faut retourner à la capitale. Anne est désormais l'Amazone d'Orléans. Elle est accueillie chaleureusement par les Parisiens, mais plutôt fraîchement par son père que sa popularité commence à inquiéter. Anne est assez bouleversée d'ailleurs de l'accueil de son père. Bientôt, certains chefs frondeurs lui expliquent qu'il faut désormais négocier, car les jeux sont faits. Turenne est aux portes de la capitale, les négociations entre frondeurs et le pouvoir royal ont échoué. Condé est fidèle pourtant à son panache, il veut se battre jusqu'au bout. Ses troupes qui ont été battues à Saint-Cloud, il les rassemble à Charenton pour continuer le combat. Malgré cela, Anne prend un petit peu de repos. À 6 heures, le 2 juillet 1652, elle est réveillée par un gentilhomme envoyé par Condé, dont les troupes se battent à Montmartre et à la Chapelle au nord de Paris, car la capitale leur est fermée. Il a demandé l'intervention de Gaston d'Orléans, qui, comme d'habitude, là, s'est terré dans son palais du Luxembourg sous prétexte d'une maladie soudaine. Alors, on vient chercher sa fille, qui, encore une fois, et malgré sa jeunesse, elle a 25 ans, malgré son inexpérience, a plus de courage que son père. Elle n'hésite pas, elle doit être fidèle à ses alliés, même si le vent est mauvais. Auprès du gouverneur de Paris et du prévôt des marchands, elle demande 2000 hommes. Elle a réussi d'ailleurs à arracher à son père de parler en son nom à l'hôtel de ville. Donc 2000 hommes pour renforcer les troupes de Condé. Elle demande l'ouverture des portes et le libre passage des troupes du prince. Elle finit par obtenir ce qu'elle veut par la menace, malgré les réticences des autorités qui trouvent la guerre civile trop longue et ont commencé à se rapprocher de Mazarin et de la reine. En se dirigeant vers la porte Saint-Antoine, ce n'est pas l'entrée rocambolesque dans la ville d'Orléans. Anne remonte vers les lignes, le sang et l'odeur de poudre sont partout. On entend les gémissements des blessés, les choses vont mal. Elle rencontre Condé qui a un moment de découragement devant la mort de nombre de ses amis, mais retourne quand même courageusement à la bataille. La grande mademoiselle dirige alors les 400 mousquetaires que lui a laissé Condé comme un vrai chef de guerre, puis elle se dirige vers la Bastille et demande qu'on obéisse à ses ordres. Le gouverneur veut un ordre écrit du duc d'Orléans. Anne, infatigable, retourne au Luxembourg et obtient l'ordre écrit de son père, lui arrache plutôt des mains. Il est complètement dépassé par la situation. Anne, revenue à la Bastille, ordonne au gouverneur de faire tourner les canons vers les faubourgs occupés par les troupes de Turenne. Cette fois-ci, elle s'apprête à donner un ordre grave. Les troupes de Condé sont en effet en passe d'être battues, elles résistent farouchement mais plient sous le nombre. Grâce à la grande mademoiselle, les portes de Paris ont été ouvertes et les soldats peuvent se réfugier dans la ville. Le roi et Mazarin sont venus assister à la sur la colline de Charenton.
Mais soudain, le canon gronde. Du côté de la Bastille, les boulets s'abattent sur les troupes de Turenne. Des soldats sont déchiquetés, les autres refluent en désordre vers l'extérieur. Grâce au canon, les troupes de Condé peuvent se replier et éviter le massacre. Le roi et son ministre pensaient voir la victoire et voient leurs troupes s'enfuir et celles de Condé et reprendre l'avantage. Un boulet vient même tomber tout près de Louis XIV. Malgré cela, pour les frondeurs, la partie est tout de même perdue. Les bourgeois de Paris sont fatigués de la guerre civile et ils veulent le retour de l'autorité royale, même si cette autorité est incarnée par un tout jeune homme, Louis XIV, à 12 ans. Décidément, la fête est finie. Condé et le duc de Lorraine sont partis chez les Espagnols. Elle se voit ordonnée par le roi d'abandonner les Tuileries au duc d'Anjou. C'est un déchirement pour elle. Évidemment, son père ne lui est d'aucun secours. Quand elle réclame son aide, il lui crie qu'il l'avait bien prévenue. Il lui refuse même de loger au Luxembourg, puisqu'elle n'a plus d'endroit où elle est. Il a oublié qu'il lui a trouvé bien pratique de lui donner son blanc-seing pour faire le travail à sa place. Louis XIV rentre triomphalement dans Paris le 21 octobre 1652. Tout est rentré dans l'ordre. Les nobles rebelles sont exilés, Gaston d'Orléans compris. Anne de Montpensier reçoit un ordre d'exil avec ses amies frondeuses et elle doit désormais séjourner dans son château de Saint-Fargeau en Bourgogne pendant 5 ans. Elle y demeure jusqu'en 1657. C'est la fin de tout rôle politique. Sur le plan sentimental, Anne de Montpensier est allée de déception en déception, desservie par un caractère ambitieux et romanesque. Pourtant, elle a eu plusieurs projets de mariage qui tombèrent tous à l'eau, tous plus ambitieux les uns que les autres, de Charles II d'Angleterre à l'empereur Ferdinand III. Mais quand elle revient en grâce en 1657, elle a 30 ans, elle a abandonné toute prétention de mariage princier et tombe en 1670 à 43 ans éperdument amoureuse d'un gentilhomme gascon ambitieux mais peu recommandable, le duc de Lauzun. Le roi va donner son assentiment au début pour le mariage, puis finalement il va revenir sur sa décision, mais la grande mademoiselle n'en fera qu'à sa tête. On dit qu'elle épousa le duc de Lauzun en secret. Le bonheur fut de courte durée, car son mari fut emprisonné à Pignerol pour avoir insulté la favorite du roi, Madame de Montespan. La princesse mit à mal sa fortune pour le faire libérer. Il revint 10 ans après, en 1681, aigri et toujours aussi coureur, et de plus se révéla être un fort médiocre compagnon, insultant et dispendieux. La grande mademoiselle finit par s'enlacer, le chassa, se consacrant désormais à l'écriture de ses mémoires, en particulier dans son château de Choisy. Ces écrits sont une source précieuse sur les événements de son temps, et l'historien François Bluch dira d'elle qu'elles furent un merveilleux témoignage de la vie et de l'esprit des femmes au XVIIe siècle. Anne de Montpensier finit sa vie le 5 avril 1693 à l'âge de 66 ans au château du Luxembourg et eut droit à des obsèques grandioses. Sa dépouille fut transportée à l'église de l'abbaye royale de Saint-Denis. Elle rejoint ses illustres ancêtres. L'un de ses biographes écrivait qu'elle fut à travers toutes les péripéties de sa vie, une princesse française, fière d'appartenir à la maison de France, fière d'être la cousine du roi, fière d'être la petite fille de Henri IV. Et il est vrai qu'elle n'a pas vraiment réussi sa vie sentimentale. Elle mena pourtant son existence avec panache, mêlant la passion et le courage au sens de l'honneur, en cherchant le danger et l'action d'éclat, et elle n'a pas démérité du sang qui coulait dans ses veines. Elle mérite bien d'être restée dans l'histoire sous le nom de Grande Mademoiselle. Je reçois aujourd'hui, chers téléspectateurs, le professeur Yves Morel, qui est professeur d'histoire, et qui vient de publier un ouvrage intitulé « La vraie pensée d'Augustin Cochin » aux excellentes éditions Via Romana. Alors Augustin Cochin, c'est un personnage peu connu ou mal connu, qui est revenu un petit peu pour un temps au premier plan quand François Furet a publié son Pensée et la Révolution française, qui a renouvelé largement l'historiographie révolutionnaire et surtout les interprétations de cette période majeure de notre histoire. Et Augustin Cochin, il était nécessaire
nécessaire de revisiter en quelque sorte sa pensée, dont on va pouvoir vérifier qu'elle était extrêmement intéressante, extrêmement riche, mais il fallait lever aussi un certain nombre d'incertitudes, de questions, d'ambiguïtés concernant ses rapports avec la pensée contre-révolutionnaire de manière générale et avec les monarchistes également de manière générale. Et Yves Morel l'a très bien fait donc dans cet ouvrage La vraie pensée d'Augustin Cochin. Yves Morel, vous êtes professeur d'histoire, vous avez travaillé sur plusieurs sujets tout à fait intéressants, alors notamment l'histoire de l'éducation. C'est un principaux centres d'intérêt au départ. Vous avez travaillé aussi sur l'histoire du radicalisme. Donc, la République n'a pas de secret pour vous. Et puis, je vous avais reçu il y a quelque temps parce que vous avez publié dans la collection Qui suis-je aux éditions Pardès un ouvrage consacré à Abel Bonnard, qui fut ministre de l'Instruction publique, d'ailleurs, à l'époque de Vichy. Alors, revenons sur cette vraie pensée d'Augustin Cochin. Et tout d'abord, quelques mots du personnage. Qui était Augustin Cochin, qui, encore une fois, a été pendant très longtemps complètement oublié. On connaît les Mathiez, Lefebvre, Soboul, après Aulard et Seignobos, c'est-à-dire les historiens officiels, en quelque sorte, de la Révolution française. Qui était Augustin Cochin et comment le situer dans cette histoire de l'interprétation de la Révolution? Alors, Augustin Cochin est né en 1876. Il appartenait à une famille de la grande bourgeoisie parisienne anoblie au XVIIIe siècle. La famille qui est notamment à la fondation de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hôpital Cochin. Ah oui. Oui. Augustin Cochin est un historien de formation, en ce sens qu'il a été élève de l'école des Chartes. Et à vrai dire, il n'a jamais exercé d'activité professionnelle. Il a vécu de ses rentes. Il a travaillé en solitaire en tant qu'historien. Et il préparait un ouvrage maître sur la Révolution française, sur les causes de la Révolution française, mais il n'a pas pu le mener à bien, il n'a pas eu le temps de le mener à bien. Il a été mobilisé, c'est-à-dire porté volontaire en 1914, et il est mort tué à l'ennemi dans la Somme en 1916, en juillet 1916, et il n'avait même pas 40 ans. Ouais. Alors, la plupart de ses écrits sont des œuvres posthumes qui ont été regroupées dans des ouvrages dont la publication a été assurée par ses amis. Il a été longtemps oublié, il a été longtemps méconnu, et c'est François Furet qui, en 1978, l'a redécouvert. Et depuis, il a été largement étudié. Aujourd'hui, il est considéré comme un historien de premier plan, dans la mesure où on estime que c'est lui qui a mis au jour les mécanismes de prise de pouvoir sous la Révolution par les sociétés de pensée, même la préparation de cette révolution par ces mêmes sociétés de pensée. Voilà. Et alors, sa démarche, peut-on la rapprocher de celle d'un Taine, par exemple, dans ses origines de la France contemporaine? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Dans la mesure où Taine fonde son approche historique sur la psychologie. Taine a été très marqué par les progrès de la psychologie en son siècle. Il avait une conception physiologique d'ailleurs de la psychologie, une conception très physique de la psychologie. Et pour lui, la Révolution s'explique par la psychologie de ses acteurs, et la psychologie des groupes aussi. Bon. Cochin, lui, bien qu'il ait défendu Taine contre Aulard dans un opuscule intitulé La crise de l'histoire révolutionnaire, Taine et Monsieur Aulard, publié en 1909, son seul ouvrage publié de son vivant d'ailleurs, Augustin Cochin
ne partage pas le point de vue de Taine. Il estime que l'explication psychologique est largement insuffisante, qu'avec une telle explication, on aboutit à des effets qui sont tout à fait disproportionnés aux causes, et que si on veut atteindre aux véritables causes de la Révolution française, il faut s'intéresser non pas aux acteurs, à la psychologie des acteurs ou des groupes, mais à leur mode de fonctionnement. Oui. Et il faut considérer ce mode de fonctionnement et cette dynamique des groupes comme quelque chose qui existe en soi. Il existe le social est une réalité en elle-même. Il faut le considérer comme tel. Il a une approche plus sociologique que psychologique. Tout à fait, tout à fait. Alors, il a utilisé comme outil de travail la sociologie durkheimienne, à tel point que on tend aujourd'hui à le considérer comme un historien contre-révolutionnaire. Cochin, ne l'oublions pas, était un monarchiste et un catholique. Alors on tend à le considérer comme un historien contre-révolutionnaire qui est d'esprit durkheimien au niveau de son étude de la Révolution française. Mais c'est totalement faux. En fait, il utilise la méthode de la sociologie durkheimienne. La sociologie durkheimienne est pour lui un outil méthodologique, mais il ne partage absolument pas disons, les a priori, athées. L'anthropologie générale qui commande la sociologie durkheimienne. Voilà, il ne partage absolument pas les a priori ultra-rationalistes, scientistes et athées de Durkheim. Et dans un de ses ouvrages posthumes, la Révolution et la libre pensée, il consacre plusieurs pages, de nombreuses pages même, à exposer ce qui le sépare de Durkheim. Et ce qui le sépare, c'est que lui a une vision catholique et thomiste de l'homme et de la société. Pour lui, les valeurs spirituelles sont des réalités en elles-mêmes et elles ne sont pas des créations sociales telles que Durkheim les conçoit. Oui, c'est ce qui explique que voilà un historien qui s'est retrouvé évidemment au fil du temps marginalisé quant à son interprétation de la Révolution à l'époque où triomphait Lefebvre ou Soboul. Voilà, tout à fait. Mais aujourd'hui, on se méprend, on le considère comme... on laisse de côté son projet contre-révolutionnaire et catholique, on l'évite de son propre projet et on en fait un historien rationaliste et durkheimien, ce qui n'était pas. On veut conserver son analyse sociologique. Oui, voilà, et du coup on l'intègre au grand concert classique de l'historiographie républicaine sur la Révolution française. Avec un problème, je pense, c'est qu'il n'y a pas d'ouvrage de référence accessible qui constituerait en quelque sorte une synthèse complète, cohérente de sa pensée, comme vous l'avez dit. Il y a des écrits divers qui ont été rassemblés, publiés à titre posthume. Alors, c'est sans doute une situation, une réalité qui a certainement desservi Augustin Cochin dans la durée, ce qui fait qu'il n'a pas trouvé la place qui aurait dû être la sienne dans les lectures de la Révolution. Oui, tout à fait. Et mon projet personnel, c'était de resituer Cochin dans son projet, qui était un projet éminemment contre-révolutionnaire et catholique. Cochin a entrepris l'étude de la Révolution française afin de trouver des arguments contre elle, justement. D'accord. Ce qu'on oublie aujourd'hui. Aujourd'hui, les historiens qui ont écrit sur Cochin l'intègrent au grand débat historiographique sur la Révolution française, et ils ne retiennent de lui que son analyse sociologique, en oubliant d'ailleurs les limites de son adhésion à la sociologie durkheimienne. Oui, et puis en oubliant qu'il se voulait porteur d'une
pensée alternative, en quelque sorte, Oui, tout à fait. d'une conception de la société, du monde de l'homme alternative qui avait elle-même toute sa cohérence. Tout à fait, tout à fait. Alors, autre chose, c'est que pour mieux montrer le mécanisme des sociétés de pensée, le fonctionnement de ces sociétés de pensée, il situe son histoire de la Révolution française au niveau du temps court. Et non pas du temps long comme Tocqueville et plus C'est ça, tard oui, ce sont des approches légitimes mais différentes. Et il montre à l'œuvre le mécanisme de fonctionnement presque au jour le jour de ces sociétés de pensée, des clubs révolutionnaires, des partis. Si bien que un des historiens d'Augustin Cochin, Fred Schrader, dit que encore un peu, et on est à deux doigts de ressusciter la théorie du complot de l'abbé Baruel. Voilà, et moi, je dis, ce pas, il ne faut pas avoir peur de le franchir. Parce que, effectivement, on a dit Cochin s'oppose à l'abbé Baruel. Cochin renie l'abbé Baruel. En fait, c'est absolument faux. Cochin, quant au fond, est d'accord avec l'abbé Baruel. Simplement, il dote le point de vue de l'abbé Baruel de l'outil méthodologique qui lui faisait défaut. Oui, rappelons peut-être pour nos auditeurs qui est l'abbé Baruel et le contenu de ses mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. C'est un texte majeur dans la tradition contre-révolutionnaire qu'on fait intervenir généralement après l'anglais Burke qui réagit presque à chaud à la Révolution. Alors que nous disait l'abbé Baruel ? Alors, l'abbé Baruel, d'abord, il faut savoir qui il est. C'est un jésuite né en 1741 à Villeneuve-de-Berg, en Ardèche, mort en 1820. Donc, c'est un homme du XVIIIe siècle, essentiellement. Il a vécu une grande partie de sa vie avant la Révolution française. Il a été témoin et presque victime de la Révolution française. Bon... Son histoire est une histoire donc immédiate, si on peut dire, et il essaye, dans ses mémoires, pour servir à l'histoire du jacobinisme, il donne l'explication suivante de la Révolution française. Celle-ci résulte d'un complot. Un complot des clubs, des sociétés de pensée, de la franc-maçonnerie, etc. C'est un complot qui a été ourdi, préparé, mis en œuvre et qui a été largement exécuté. Alors, ce qu'il faut voir, alors évidemment, aujourd'hui, nous trouvons ce genre d'explication insuffisante. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'abbé Baruel est un homme de l'âge classique du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que, pour lui, les hommes sont responsables, ils sont conscients, ils sont lucides, conscients, rationnels, et ils sont responsables, totalement responsables de ce qu'ils font. Et l'abbé Baruel ne pouvait pas comprendre, compte tenu du contexte où il a vécu, qu'il y a des forces inconscientes, des forces sociales. Il y a des dynamiques particulières qui sont à l'œuvre, qui peuvent expliquer certaines évolutions. Mais ça échappe à l'esprit des acteurs. Oui, bien sûr, totalement. Mais ça, l'abbé Baruel ne pouvait pas le comprendre en son temps, et c'était tout à fait normal. Et un siècle plus tard, presque, Augustin Cochin dote la thèse baruélienne de l'outil méthodologique qui lui faisait défaut. C'est dans ce but qu'il utilise la sociologie durkheimienne. Et alors, il y a un point précis là qui pourrait nous servir d'exemple, qui me paraît particulièrement intéressant, c'est celui de la préparation des cahiers de doléances. À la veille des États généraux, je crois qu'Augustin Cochin a montré comment les sociétés de pensée, au sens large, il ne s'agit pas seulement de la franc-maçonnerie, comme le résume un peu trop vite certains, sont aussi les sociétés académiques provinciales, diverses et variées, dans lesquelles se retrouvait l'élite éclairée du temps. Comment est-ce que, concrètement, ces sociétés et leurs adhérents, leurs acteurs, ont pu influer sur la rédaction des cahiers de doléances au cours du printemps de 1789 ? Oui.
Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a eu un grand mouvement au sein de ces sociétés de pensée. Au début, c'était les aristocrates, les riches négociants, C'est ça. les fermiers généraux, etc., Voilà. les hauts fonctionnaires. Les élites, entre guillemets, Voilà. de l'époque, Oui. pour reprendre une terminologie Oui, actuelle. la noblesse d'État de l'époque, on pourrait voilà, dire, c'est ça. pour employer un langage bourdieusien. Voilà. Donc, c'était eux qui tenaient le haut du pavé, c'était eux qui voulaient réformer la monarchie dans le sens qu'ils souhaitaient. Mais graduellement, ils ont été talonnés et dépassés. Et débordés, oui. Oui, débordés par des couches inférieures, disons, constituées par les magistrats de rang inférieur, pas les hauts magistrats, les avocats, ce qu'on appelait la basoche, etc., les médecins, les savants, et progressivement, ils ont été dépassés. C'est ça, il y a une catégorie sociale qui a supplanté ceux qui étaient à l'initiative au départ de la réforme de l'État. Alors, ce qu'il faut voir aussi, et Cochin le montre bien dans ses études, c'est l'extraordinaire homogénéité de ces cahiers de doléances d'un bout de la France à l'autre. Ils se ressemblent tous. Et cela montre vraiment que ces sociétés de pensée étaient en lien très étroit les unes avec les autres. Ça formait un réseau compact. Voilà. Alors c'est un réseau, ça ne signifie pas forcément un complot organisé, non, mais c'est un réseau. Un petit peu comme ce qu'ont été les réseaux parlementaires pro-jansénistes dans les décennies précédentes. Tout à fait. Mais il n'y a pas lieu de parler de complot, on ne peut pas... Complot, non, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un complot. Il s'agit simplement de la mise en œuvre d'un vaste plan de réforme de la monarchie. De remise en cause de la monarchie telle qu'elle était. Telle qu'elle était, pas de la monarchie en elle-même, pas à l'époque. Alors, ces sociétés de pensée, elles sont animées de manière générale par quelle idéologie à l'époque? C'est l'idéologie des Lumières. Oui, une idéologie très rationaliste, on pourrait dire, ultra-rationaliste, laïque pour l'essentiel, et même on pourrait dire largement teintée de matérialisme et athée. Encore que certains, il existe un courant déiste qui s'affirme également. Mais enfin, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et même dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, c'est quand même le courant matérialiste et athée qui l'emporte, avec les D'Holbach, les Helvétius et compagnie. Et alors, quelle place pourrait-on attribuer à la franc-maçonnerie dans ce dispositif général, dans cette nébuleuse idéologique? Oui, alors la franc-maçonnerie joue son rôle, effectivement. Elle joue un rôle déterminant, en particulier le Grand Orient, qui se réforme en 1773 dans un sens démocratique. Mais enfin, il ne faut quand même pas attribuer à la franc-maçonnerie... C'est ça, il ne faut pas faire un réductionnisme excessif. Oui, parce que quand même, les sociétés de pensée et les clubs révolutionnaires n'étaient pas peuplés exclusivement de francs-maçons, loin de là. Tout de même. Bien sûr. Et puis certains nobles, d'ailleurs, francs-maçons, n'imaginaient pas ce qu'allait être la révolution, qui allait suivre, évidemment. Alors, cette vision d'Augustin Cochin, cette interprétation qu'il apporte, elle est restée occultée pendant très longtemps, et vous l'avez dit, c'est François Furet qui le ramène un petit peu au premier plan dans les années 1970-80, à un moment où on entreprend une relecture historiographique très approfondie de la Révolution française. Oui, parce que, en fait, François Furet compte beaucoup sur Augustin Cochin pour terminer la Révolution française, comme il dit. Pour terminer la Révolution française, c'est-à-dire l'étudier en la dépassionnant totalement et en l'expurgeant de tout enjeu idéologique et politique. Et
Pour cela, il compte sur l'approche sociologique d'Augustin Cochin. Augustin Cochin qui l'évite d'ailleurs de son orientation contre-révolutionnaire. Et plus tard, en 1992, Fred Schrader, un historien allemand mais qui vit et travaille en France, lui a emboîté le pas en consacrant un ouvrage important sur Augustin Cochin. Mais alors Fred Schrader, lui, coupe littéralement Augustin Cochin de son milieu intellectuel et culturel, et l'intègre à une espèce de constellation intellectuelle. Contre-révolutionnaire. Non, il l'intègre à une vaste constellation d'intellectuels qui remettent en cause ce qu'il appelle la République des pairs, la République des Hollards. Alors, il le rapproche de Berthe, de Lagardelle, de Mathiez. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il a en partie raison, mais ces gens, en fait, sont profondément différents de lui. Et alors que lui remet en question la République et la démocratie elle-même, eux, au contraire, voudraient que cette République et cette démocratie accouchent d'une société, disons, humaniste intégrale. Si c'est ça, oui. Le cas de Mathiez, d'ailleurs, est assez exemplaire de ce point de vue. Et alors, Augustin Cochin, on voit bien à travers votre livre que la tentation, c'est de le ranger dans la grande famille contre-révolutionnaire, dans la grande tradition contre-révolutionnaire, dans laquelle on aurait tous les grands classiques de la période. Ça commence avec Burke, on l'a dit, ça continue jusqu'à Blanc de Saint-Bonnet, à travers Demestre, Bonald, tous ces gens-là. Mais on voit bien comment vous le distinguez de tout cet héritage-là. Ben oui, parce que lui, il a doté l'historiographie contre-révolutionnaire de l'appareil conceptuel et méthodologique qui lui faisait défaut. Oui. Voilà. Et c'est en ce sens qu'il se distingue de tous ses prédécesseurs. Il se distingue des Gaxotes, par exemple, des Bainville, des Cassagnac, des Beaulieu, des Baruel. Voilà. Lui, il a révélé le mécanisme de prise du pouvoir des sociétés de pensée et des clubs révolutionnaires sous la Révolution. Et alors, il y a un rapprochement que vous opérez à un moment, un auteur qui me paraît tout à fait intéressant, c'est l'Italien Roberto Michels, qui a étudié les partis politiques, les phénomènes de formation d'oligarchie, etc. Alors, que peut-on dire à ce sujet? Alors, Michels est un sociologue et un politologue italien qui est contemporain de Cochin. Il est né en 1876, comme lui. Il est mort prématurément en 1936, à 60 ans seulement. Il a beaucoup étudié le fonctionnement des partis politiques et il a démontré que la démocratie évoluait dans le sens d'une sorte de confiscation du pouvoir par une élite politique spécialisée qui en fait agit par et pour le peuple en quelque sorte. Alors, c'est une confiscation du pouvoir, mais pour qui agit peut-être éventuellement aussi en faveur de ses intérêts. Voilà. C'est une question d'actualité brûlante. Tout à fait. Pour Michels, ce n'est pas tellement à déplorer cette situation. C'est inévitable d'abord, et puis ensuite, il estime que le peuple se trouve bien heureux d'avoir des gens dévoués à la chose publique et qui prennent en charge l'administration et la gestion du pays à sa place. Alors, c'est le contraire de Cochin. Pour Cochin, au contraire,
cette confiscation du pouvoir politique par une soi-disant élite, c'est un asservissement et une tyrannie. C'est ça. Par rapport à sa vision à lui, qui est une vision thomiste, vous l'avez dit, catholique. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier d'une société différente. Cochin est contre-révolutionnaire. Michels, lui, au contraire, serait plutôt favorable à l'acceptation du legs démocratique de la Révolution française. Et alors, comment Cochin a-t-il été reçu par l'école d'action française? Vous en parlez un peu dans votre ouvrage. Alors, effectivement, il y a eu quelques liens entre Augustin Cochin et l'Action française, et même entre Augustin Cochin et Maurras lui-même. Il y a eu des échanges de lettres, il y a eu une correspondance. Cochin a donné quelques articles à l'Action française, mais très vite, Cochin s'est séparé de Maurras, en raison d'une part de l'orientation hellénique et païenne de Maurras, et d'autre part en raison de son rationalisme extrême et de sa référence au positivisme conscient au niveau philosophique. Au niveau philosophique, au niveau disons de sa conception du pouvoir politique. Eh bien, merci beaucoup Yves Morel pour tous ces éclairages absolument passionnants sur la pensée d'Augustin Cochin, donc historien de la Révolution, que vous remettez à juste titre en honneur. Donc je rappelle le titre de votre livre, La vraie pensée d'Augustin Cochin, aux éditions Via Romana. Merci.